On va enchaîner maintenant avec un face-à-face. J'accueille Samuel Chabré et Cyril Cotona. Face-à-face sur comment développer les tiers-lieux d'inclusion numérique pour en faire des passerelles efficaces vers l'emploi. Vous avez 4 heures. Non, je rigole, vous avez bien moins de temps que cela. Bonjour Samuel, bonjour Cyril. Samuel, vous êtes cofondateur de la Société Nouvelle, co-créateur des Hyperliens et membre de WeShare. Cyril, vous êtes maire de la Devèze-Rivière dans le Gers, président des maires ruraux du Gers et vous représentez aujourd'hui l'Association des maires ruraux de France. On va commencer avec vous, Cyril. Je vous avais aperçu, vous êtes là, c'est bon. Merci de nous rejoindre cet après-midi et je voulais commencer avec une première question pour vous. Alors, quelle est la volonté politique des maires ruraux de France sur la thématique du numérique et des tiers-lieux donc voilà, dans cette logique de milieu rural. Tout d'abord, bonjour. Bonjour à tout le monde. Écoutez, l'Association des maires ruraux de France a déjà, ça fait peut-être une quinzaine d'années qu'elle a pris en compte toutes ces questions de développement du numérique et finalement des opportunités que cela pouvait apporter dans nos territoires. Je veux dire que le numérique ne va pas non plus tout remplacer. Il y a le côté social et qui est très, très important dans nos territoires ruraux, mais quand même. Il y a 15 ans déjà que vous nous disiez qu'il fallait déployer la fibre optique et le très haut débit chez l'habitant. Aujourd'hui, en tout cas, les deux gouvernements successifs l'ont pris en compte. Et c'est vrai que, par exemple, dans le département du Gers, en 2025, l'ensemble des maisons, des habitations seront fibrées. C'est un département rural, hein, puisque c'est le 3e département rural de France. Les tiers-lieux, pour autant, effectivement, nous étions aussi à la pointe et on défendait finalement le déploiement de tiers-lieux en utilisant eh bien voilà, des bâtiments publics qui n'étaient pas forcément réutilisés. Ça peut être un apport. Seulement, aujourd'hui, il y a quand même une pandémie, une crise sanitaire qui est passée par là, un confinement, un déploiement, on voit donc le développement du télétravail qui peut être une force importante pour nos territoires ruraux, mais également avec le déploiement de la fibre, aujourd'hui, il y a peut-être une autre réflexion sur comment développer, on va dire, intelligemment les tiers-lieux de manière à ne pas faire du tiers-lieu pour du tiers-lieu. En gros, il y a des choses qui se passent très facilement où les tiers-lieux vont être très utilisés, notamment en, on va dire, périphérie de métropole. Si je prends l'exemple de la métropole toulousaine, par contre, vous en aurez d'autres, des territoires beaucoup plus ruraux, qui peut-être ne se développeront pas et il ne faudrait pas arriver à avoir une offre de tiers-lieux beaucoup plus importante. Alors enfin, nous, sur les maires ruraux, il faut savoir que nous avons proposé aux communes finalement de pouvoir mettre en place, proposer un tiers-lieu très rapidement, une grosse de boîte à outils tout en un, hein, avec un partenariat avec la société Rural Connect, qui permet finalement de mettre à disposition des lieux qui peuvent être des salles dans les communes qui ne sont pas forcément utilisées pendant les heures d'ouverture de la mairie. Il y a une gestion qui est faite entièrement par une plateforme à disposition de personnes qui pourraient venir travailler, qui pourraient faire des réunions, équiper, enfin tout ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un accès Internet d'un débit convenable et pourquoi pas, ou un accès Wi-Fi dans la salle, ou bien un ou plusieurs postes disponibles. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, c'est vrai qu'on l'a vu hein, pendant le confinement, pendant tout ce qu'on vit là depuis 2 ans, cette thématique d'apporter effectivement, c'était dit tout à l'heure sur les notions de difficulté d'accès au numérique, voilà, de pouvoir apporter des moyens de connexion idoines dans les territoires éloignés. Cette volonté de rassembler aussi les gens plus près de chez eux. J'ai bien aimé l'idée de
de boîte à outils que vous présentiez, voilà, il y a ce besoin-là. Le tiers-lieu est un enjeu majeur, j'allais dire, de notre nouvelle façon de travailler, d'envisager le numérique, les connexions, l'aide aux gens et les emplois, notamment en milieu rural. Du coup, Samuel, je voulais vous poser la question, quelle est, selon vous, la situation actuelle en milieu rural par rapport à votre expérience et au projet que vous portez dans ces thématiques de tiers-lieux, d'inclusion, d'emploi, de numérique? Bien, c'est vaste. Euh, en fait, tout dépend. Moi, j'aime bien commencer comme ça. J'avoue que je suis un peu chiant, mais j'aime bien commencer à. Parce qu'en fait, il y a plusieurs mots et je pense qu'ils ne recoupent pas les mêmes réalités. Donc, ça dépend de qu'est-ce qu'on entend par numérique, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça recoupe. En milieu rural, c'est pareil. Il n'y a pas une ruralité, il y a des ruralités qui n'ont absolument rien à voir. Je lisais encore un sociologue, Benoît Coquart, qui a vraiment écrit là-dessus et qui a dit j'aime bien souvent présence du territoire rural, on a l'impression que c'est une grande réserve avec, ça devient presque ça, quoi, une grande réserve avec des Indiens qui seraient des chasseurs FN. Enfin, je caricature à peine, hein, je veux dire, et des territoires vides qui sont à conquérir presque. Donc, il y a des réalités, des expériences qui sont absolument différentes. Et pareil, la question de l'emploi, mais de quoi on parle quand on parle d'emploi? Et du coup, si on définit ces trois notions-là, on n'arrive absolument pas aux mêmes endroits parce que si on veut parler d'emploi permis par le numérique, on peut par exemple parler d'Amazon. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, Amazon, ce soit vraiment souhaitable pour un territoire. Or, c'est bien des emplois permis par le numérique, c'est-à-dire les idées de plateforme. C'est un truc qui est en plein. C'est sûrement un des employeurs d'avenir, entre guillemets. Et par contre, est-ce que c'est souhaitable? Ça, c'est notre histoire. Et donc, du coup, c'est ça, en fait, quand même, les questions à un moment qu'il faut poser. C'est-à-dire que si on ne définit pas bien les termes et si on ne définit pas bien ce qu'on met dedans, pareil, j'aime bien parce que le numérique, on a l'impression que c'est un espèce de tableau blanc, on met un peu tout dedans. Et justement, Hyperlien, à la base, c'était créé sur notre slogan, c'était un autre visage de la France numérique. Et on avait été filmé, effectivement, un numérique sur des territoires, plein de territoires très différents, justement, des territoires qui étaient pas mal catalogués, comme la Diagonale du Vide. Le premier épisode, c'était dans la Creuse. Après, on a été dans la banlieue brestoise. Enfin, je veux dire, on a été filmé des endroits où on n'est pas en train de se dire, tiens, là, le numérique conquérant du high-tech, de la Startup Nation, voilà, c'était pas exactement ça. Et donc, du coup, c'est pareil, qu'est-ce qui est souhaitable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc, c'est marrant, souvent, pareil, on entend parler de fracture numérique sur les territoires, on a l'impression que après, les gens sont un peu arriérés, quoi. Bon. En fait, c'est juste que, ça j'aime bien parce que Dominique Pasquier en parle bien mieux que moi, mais c'est pareil, encore une fois, il y a différents usages du numérique en fait. Et donc, en général, il y a tout un numérique, et d'ailleurs, la table ronde d'avant était hyper intéressante sur le numérique, de quel numérique on parle, et le numérique qui aujourd'hui crée de la fracture, c'est quand même un numérique de la dématérialisation des documents, etc. Et ça, par contre, je veux dire que c'est presque un scandale, mais je veux dire ce que ça crée, en fait, ça vient se rajouter effectivement parce que aux difficultés qui étaient déjà là, c'est-à-dire, je pense que Cyril pourra en parler bien mieux que moi, hein, mais je veux dire, quand même, on est quand même sur un immense désinvestissement de l'État sur ces 50 dernières années. Enfin, moi, effectivement, je suis maintenant dans un tiers-lieu qu'on a confondé, on a transformé la ferme familiale en tiers-lieu à Ambière, à côté de Roanne, donc c'est au nord de Saint-Étienne. Et on voit ce que c'est que des services publics qui ferment, de ce que ça crée, une classe d'âge qui, du coup, est obligée de partir pour avoir certaines catégories d'emploi, et tout, etc. Donc, c'est pareil. Et en fait, le numérique, du coup, c'est pour ça que je ne le mettrai pas. C'est pareil, quoi. C'est-à-dire que si c'est le numérique de la Startup Nation qu'on tente de faire atterrir dans des territoires ruraux, entre guillemets, choses comme ça, je ne sais même pas si c'est souhaitable, en fait. C'est-à-dire que en fait, c'est des vraies questions qu'on se pose, en fait. Qu'est-ce qu'on a envie de faire venir? Et donc, parce que, est-ce que demain, on ne pourra pas créer des startups, c'est permis par, en plus en général, sur l'apanage de certaines classes sociales, il faut quand même appeler un chat un chat, hein, je veux dire, s'il y avait que des personnes issues de classe populaire qui créent des startups, on s'en serait rendu compte. Donc, du coup, il y a un petit peu toutes ces questions-là, en fait, où si on les agite un tout petit peu, on pose quand même des termes de débat un peu différents, et du coup, les tiers-lieux là-dedans, dans ces politiques-là, effectivement, il y a un parti pris qui est d'une certaine forme de numérique, d'une certaine forme de développement sur les territoires. Alors, ce n'est pas un ensemble homogène, hein, c'est pareil, hein, derrière figure de tiers-lieu, je pense qu'il y a autant de tiers-lieux qu'il y a de lieux. Voilà. Mais par contre, il y a quand même en général, d'ailleurs, c'est ce qui différencie un tiers-lieu d'un espace de coworking, c'est-à-dire qu'il n'y a quand même pas que le côté marchand, on n'est même pas obligé de payer pour être là. Et là, tout d'un coup,
Ouais, on est sur des logiques où il y a quand même une dimension sociétale, c'est-à-dire il y a quand même cette ambition de se dire, tiens, on va recréer du lien, on va remettre de la convivialité, on va permettre à plein d'activités différentes de naître, etc. Et là, tout d'un coup, et effectivement, on va embarquer, on ne va pas laisser des gens sur le bord de la route en se disant, bon, ben, on a dématérialisé, maintenant il n'y a plus qu'à. Parce que c'est comme ça qui se passe aujourd'hui, hein, je veux dire, et du coup, on arrive vraiment à une situation terrifiante, c'est-à-dire où les gens n'ont plus accès à leurs droits. Parce que, je veux dire, en fait, le numérique aujourd'hui, en tout cas le numérique administratif, une partie du numérique administratif a été créée par des bac+5, quoi. Donc, en fait, ce n'est pas du tout à portée de gens qui sont exclus. Et moi, je le vois simplement étant touché très intimement avec mes parents avec qui je collabore autour du tiers-lieu. Je veux dire, ils sont en train maintenant de à peu près piger ce que c'est que Gmail et comment on envoie des mails, à peu près piger les visios. Voilà, donc en fait, et c'est pas, comment dire, c'est pas ni bien ni mal, c'est parce que c'est un langage en fait. Et donc du coup, c'est comment est-ce qu'on va arriver enfin, il faudra presque un immense plan Marshall là-dessus. Et j'ai entendu parler des offres en service, c'est très bien, mais c'est pas, enfin, on n'y est pas encore, quoi. Faut quand même pas. Moi, j'aime un peu une plus grande liberté de ton forcément quand on défend. Quand on a la Banque des territoires, etc., bah oui, on a forcément, on prêche un peu pour sa paroisse, quoi. Mais donc voilà. Donc en fait, avant même de parler de tiers-lieu, de savoir si ça va être des passerelles pour l'emploi et de comment ça se passe, un état des lieux, c'est d'abord ça, quoi. Donc, et par contre, une fois qu'on a dit ça, mais il y a pareil, je vais citer Benoît Coquart, quoi, parce qu'il a extrêmement bien parlé justement de ces différentes formes de ruralité, mais il y a des tissus de solidarité qui sont absolument formidables. Enfin, je veux dire, il y a déjà, enfin, en fait, encore une fois, enfin, on a l'impression que ce serait ça le développement. Donc, c'est pour ça que ça posera les questions de se dire, et je pense que c'était en partie ce que disait Cyril, de dire, créer des tiers-lieux pour des tiers-lieux, mais en fait, à quoi ça va servir? Enfin, je veux dire, ça pose comme la question de qu'est-ce qu'on doit prendre, qu'est-ce qu'on doit faire monter et pourquoi on doit le faire monter. Voilà. Et une fois qu'on a répondu un peu à ces questions-là, et en concertation avec les habitants d'un territoire, et une fois qu'on a répondu à ces questions-là, bah là, on est peut-être en capacité aussi de mettre encore une fois, quoi, je veux dire, de ne pas uniquement faire des grandes stratégies nationales, absolument pas concertées avec les territoires, c'est quand même malheureusement encore un petit peu le cas, donc où on va évangéliser à coups de fibre, parce que demain, il faut qu'on puisse être… c'est absolument essentiel d'avoir des équipements. Mais en tout cas, on ne peut pas réduire ça, on ne peut pas réduire une politique numérique et un enjeu de devenir une société numérique et de dire qu'est-ce que ça veut dire sans poser ces questions-là, quoi. Merci beaucoup Samuel, merci d'avoir reprécisé le débat et je vous rejoins tout à fait sur effectivement on ne peut pas globaliser, j'allais dire, tous les territoires fragilisés, tous les territoires ruraux par rapport à tout ceci et effectivement, j'allais dire, à chaque territoire sa logique de développement. Donc, on se rend bien compte de toute la complexité de la question. On a quand même cet enjeu, j'allais dire, d'emploi et notamment en territoire rural. Alors Cyril, aujourd'hui, quel public est actuellement en recherche d'emploi et est-ce que l'inclusion numérique est de la solution? Sans mettre le numérique à toutes les sauces pour essayer que ce soit la solution pour tout, concrètement, quelle peut être la part de solution dans le numérique? Ce qu'on constate malheureusement, ce sont les chiffres qui le montrent, c'est que les jeunes adolescents donc, qui obtiennent un bac, ont très peu et qui sont d'un milieu rural, continuent très rarement les études supérieures. Bon, de fait, parce que forcément, avec l'éloignement, il faut s'héberger et qu'on sait que dans les métropoles, malheureusement, l'hébergement est un coût important, que c'est historique aussi. Il n'y a pas que ce sont des jeunes gens issus de milieux modestes et finalement, pour certains, bon, même si finalement on n'est pas faire le vieux le vieux grincheux, mais ils sont beaucoup plus ouverts que nous, hein, puisqu'on a quand même un accès au monde finalement grâce au numérique, c'est un côté positif. Il faut savoir quand même trouver la bonne, savoir avoir une idée sur l'information que l'on arrive à avoir. Je pense que le numérique peut effectivement peut-être permettre à ces jeunes gens de pouvoir reprendre des études supérieures pour celles et ceux qui ont été empêchés finalement.
et au travers de solutions qui peuvent être, que l'on voit émerger dans certains départements et dans certains territoires avec les universités, comme les campus numériques, qui permettent donc, qui ne remplacent pas la vie étudiante que l'on peut connaître avec le côté social qui est très important finalement, mais qui peut permettre à ces jeunes gens de pouvoir continuer grâce au numérique. Je crois qu'il y a également, au-delà des recherches d'emploi, je crois qu'il y a réellement, également, on peut tout simplement bon, utiliser, et c'est un point positif pour nos territoires ruraux, à savoir d'avoir des personnes qui ont un niveau, on va dire, différent, un peu plus élevé, des néo-urbains qui viennent finalement s'installer à la campagne et qui travaillent pour des sociétés un peu plus importantes grâce au télétravail, et qui amènent finalement un renouvellement de population et d'activité qui va se retrouver sur l'ensemble du fonctionnement sur un territoire de campagne, qui va permettre de développer le commerce, de remettre voilà, du commerce de proximité, de consommer, de permettre à des associations de se renouveler, de permettre à des communes de pouvoir investir sur des équipements publics. Donc, c'est tout ça. Et puis, on a quand même, et je veux rebondir sur les propos de Samuel, où je souscris pleinement. Le numérique ne va pas tout résoudre, hein. Ce serait utopique que de croire ça. Il y a des métiers, nous avons des personnes, hein, effectivement, et ça c'est la différenciation, c'est important, qui ont besoin bon, qui sont plus à l'aise sur des métiers manuels, etc., et qui de toute façon doivent être accompagnés pour utiliser le numérique, mais on a quand même encore des métiers qui sont importants, comme des métiers de bouche, etc., ou des métiers, voilà, ce que je disais, beaucoup plus manuels, et qui aussi peuvent être adaptés à certaines personnes. Et on le voit, hein, qu'il y a énormément de manque de recrutement de main-d'œuvre, hein. Un exemple, pas plus tard, une société agroalimentaire, une usine familiale en pleine campagne gersoise, qui aujourd'hui, demain, si elle recrute 20 personnes, 20, c'est énorme. Et elle a du mal, alors qu'elle fonctionne très bien, etc., des commandes. C'est un travail à l'usine, mais quand même dans un cadre assez privilégié, c'est-à-dire pas dans une zone d'activité, enfin une zone commerciale ou industrielle. Vous avez vu sur les champs, enfin je veux dire encore avec un esprit familial. Demain, vous avez 20 personnes qui veulent postuler, ils sont recrutés et ils ont énormément de mal. Et ça, c'est une réalité, et on le voit dans tous les métiers et dans tous les corps un peu partout, quoi, finalement. Le micro. Excusez-moi. Merci beaucoup de m'avoir ramené. Donc oui, j'étais en train de vous dire, c'est une réalité importante aujourd'hui, hein, sur la logique de recrutement et d'emploi. Si je reprends ce que vous nous avez partagé, donc tout d'abord en public concerné, on aurait les jeunes qui pourraient poursuivre en fait leurs études sans être obligés de partir loin, sans que ça leur coûte cher, etc. Ça pourrait être une piste, mais tout en étant face à cette réalité on a aussi besoin de métiers plus manuels, de choses plus artisanales aussi, là où il y a de l'emploi pour voir pour l'instant et où c'est difficile de trouver. Tout à l'heure, on avait Olivier Quérenet qui nous présentait donc son carnet d'inspiration sur la formation au métier de la pâtisserie et de la boulangerie à distance, qui parlait de personnes en reconversion professionnelle essentiellement. Il y a plein de choses qui sont faites pour essayer de donner des clés, des outils aux personnes en milieu rural. Je vous rejoins sur le fait que
le numérique n'est pas la solution pour tout et que le tiers-lieu pourra avoir, j'allais dire, son utilité que s'il répond à une vraie logique, une vraie dynamique territoriale. Du coup, Samuel, selon vous, quelles seraient les solutions pour viser à une inclusion numérique plus efficace en milieu rural? Vous avez commencé à bien développer tout à l'heure. Je ne sais jamais, vous avez des exemples concrets, parce que je sais que c'est très important aussi dans ce type d'événement, c'est le partage de bon sens et d'expériences qui fonctionnent et de tout ce que vous avez pu voir vous-même en territoire. Ouais, je n'avais peut-être pas assez cité avant. Euh, ouais, effectivement, je rebondirai juste une dernière fois, effectivement, sur n'oublions pas que le numérique, effectivement, parce qu'on est dans un moment technosolutionniste, c'est-à-dire il y a une problématique, il y a une solution, et souvent c'est une solution tech. Donc, or, il y a des, enfin, je veux dire, voilà, je pense que quand on a énoncé ça, on a bien, c'est Mozdorov qu'on parle pareil très bien, mais je pense qu'on a bien montré une partie de la problématique. Enfin, je veux dire, donc, et pareil, il y aura quand même la question de se dire qu'est-ce que c'est qu'un bon emploi. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, parfois, ce qu'on passe un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une fin en soi. Je veux dire, si parfois il y a des métiers dont personne ne veut, je crois qu'il y a quand même des raisons, quoi. Donc c'est pareil, moi je trouve ça bien aussi parfois d'avoir des débats là-dessus. Pareil, je reprends l'exemple d'Amazon, parce que c'est des métiers qui sont permis par le numérique. Et je veux dire, est-ce que c'est une fin en soi de vraiment permettre l'implantation d'un entrepôt Amazon parce qu'ils vont, voilà, parce que c'est cette espèce de chantage à l'emploi, machin, etc. Alors c'est des vies. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir regardé les 40 documentaires qu'il y a sur Amazon pour se rendre compte qu'on n'a quand même pas tous envie de faire ça. Donc voilà, toutes ces questions-là, elles sont aussi à poser. Et après, effectivement, par contre, pour rebondir, là où les tiers-lieux sont assez formidables, c'est parce que c'est des lieux qui sont installés dans le territoire. C'est ça le principe d'un tiers-lieu. Hein. C'est à la fois cette espèce de tiers, donc cette espèce de collectif, de rassemblement, de plein d'activités, de plein de structures différentes qui permettent de refaire société. Et en même temps, c'est en fait, de retrouver une place dans. Et il y a toujours une granularité du coup, sur le territoire, du coup, une vision du territoire qui est fine. Et là, effectivement, je citais deux exemples qui sont hyper éclairants. Par exemple, la Smala. Donc, c'est un des tiers-lieux, fabrique de territoire. Ils sont à Saint-Genis-en-Borne. Et eux, ils ont été grande école du numérique. J'ai adoré justement la façon qu'ils avaient eu de former, parce qu'en fait, ils ont analysé leur territoire, ils ont formé en fonction du territoire. Donc, en fait, ils auraient pu dire, OK, on va former des codeurs, et on va en former, je ne sais pas combien. Oui, mais en fait, on est dans le territoire des Landes. Enfin, je veux dire, à un moment, il n'y a pas besoin de 50 personnes qui sachent coder. Alors, on peut très bien se dire, elles vont savoir coder là, ici, et elles vont après aller vers. C'est aussi une possibilité. Mais en tout cas, ils ont vraiment fait quelque chose en finesse avec le territoire. Mais d'ailleurs, c'était vachement bien dit dans la conférence d'avant aussi, où il y avait cet échange avec. Après, c'est le travail absolument formidable que fait la MEDNUM, la médiation numérique. Enfin, je veux dire, c'est tout ce secteur-là, en fait. C'est-à-dire qu'on est obligé de recréer des écosystèmes. Et ça, par contre, qui est formidable, et c'est ça, en général, qui se passe aussi autour des tiers-lieux. D'ailleurs, pareil, il y avait la personne de l'époque qui parlait des cycles. Genre, tout d'un coup, d'avoir des formes qui permettent de mettre plein de parties prenantes autour de la table et de dire, OK, le numérique, c'est un commun. Le numérique, ça va permettre de… Enfin, il faut aller chercher un numérique en capacitant, quoi, effectivement. Et donc là, je rejoins Cyril, c'est-à-dire comment est-ce que ça va permettre de se rajouter, au lieu que ça… Aujourd'hui, il y a quand même un endroit où c'est quand même, effectivement, ça tire vers le bas, parce qu'en plus, c'est pas non pas que les gens n'ont pas de pratique du numérique, mais encore une fois, ils n'ont pas forcément les bonnes pratiques du numérique qui permettent une employabilité. Voilà, et après, en employabilité, parfois, je ne suis pas toujours d'accord avec ça, mais enfin bon, soit. Et en tout cas, comment est-ce qu'on va rechercher une capacitation, quoi, c'est-à-dire une capacité à pouvoir s'en servir comme un outil, comme un appui, effectivement, que ça redonne accès à des métiers où on n'a peut-être pas eu accès, que ça permette à des gens, il faut voir à quel point le code, par exemple, et le fait de devenir codeur devient un passeport où on se retrouve à des positions et à des salaires qu'on ne pourrait absolument pas avoir, qui sont dignes de grandes écoles et avec des profils qui, là, pour le coup, par contre, c'est le succès de l'école 42, c'est le succès des grandes écoles du numérique. C'est absolument formidable, quoi. Et ça, je trouve ça… Mais du coup, le tiers-lieu là-dedans, c'est un peu l'interface. C'est l'interface sur les territoires. C'est-à-dire qu'il y a une connaissance, il y a… Pareil, il y a un autre exemple qui maintenant devient assez connu, parce que c'est vraiment un exemple souvent pris, c'est la commune d'Arvieux. Arvieux, en fait, voilà, ça a commencé, c'est-à-dire que le numérique a quand même commencé chez eux en 95, c'est-à-dire qu'on commençait à être sur vraiment les débuts d'Internet, avec 4 jeunes qui ont dit, OK, nous filez un local, nous on s'installe
Internet va être le futur de notre territoire. On est dans l'Aveyron, Arvieux. C'était pas flagrant, mais il a fallu déjà expliquer aux gens ce que c'était qu'Internet. Et c'est assez formidable. Aujourd'hui, ils ont créé une ZAN, une zone d'activité du numérique. Donc, ils ont absolument embarqué tout le village et même aux alentours. Ils ont mis une médiathèque qui est du coup un des points d'entrée pour des gens. En fait, il faut faire rentrer le numérique dans des endroits où les gens ne possèdent pas le langage, dans des endroits de projet. C'est-à-dire que je crois énormément, et ça, c'est peut-être aussi l'enjeu, c'est quelle souveraineté on va avoir au niveau du numérique, la question des données, la question des plateformes, est-ce que ça nous appartient ou pas. Ça ne sera pas pareil si c'est les GAFAM, ce ne sera pas pareil si ce sera localisé. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on a cette pensée d'un numérique qui vient s'insérer et qui vient augmenter aussi les métiers existants. Je prends l'exemple, c'est pareil, toujours à Arvieux, ils ont créé leur propre plateforme de distribution de nourriture. Ça va être un des futurs, en fait. On sait déjà qu'un des futurs de l'alimentation, ce n'est absolument pas des hypermarchés. Ça, ils sont en général, là, le Covid leur a pas sauvé la vie, sinon c'était plutôt en faillite. Et donc, du coup, par contre, ça va être la livraison. Et notamment, dans une espèce de transition écologique, ce n'est pas déconnant que tout le monde ne prenne pas tout le temps sa voiture, etc. Enfin bref, ça, c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, et là, tout d'un coup, en fait, il y a eu la création, justement, à Arvieux, il y a eu avec cette espèce d'agence qui s'était créée en plein milieu autour du numérique. Ils ont prototypé une plateforme, ils ont acculturé tous les agriculteurs autour de ça. Et du coup, maintenant, ils se retrouvent à livrer Rodez, quoi. Donc, Rodez, c'est une ville, il y a quand même plusieurs dizaines de milliers d'habitants, et à nourrir en partie Rodez. Et ça, mais c'est des endroits, c'est bien là où à un moment, il faudra quand même choisir un peu ce qu'on met en avant. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas, si les exemples sont uniquement des exemples de licornes, avec plusieurs milliards, et où le but, c'est quand même, il faut quand même rappeler ce que c'est que le modèle sociétal des startups. Le but, c'est quand même d'être hégémonique très rapidement, et donc de cramer énormément de fric pour être hégémonique très rapidement sur son marché, de disrupter un marché, c'est-à-dire de peu ou prou faire un peu table rase de ce qui s'était construit avant, et donc du coup, et d'essayer de capter un marché pour être hégémonique, et donc du coup être en position de ce que fait Uber, etc. C'est bien là où à un moment, il va quand même falloir choisir quels sont les modèles qu'on veut mettre en place en termes de numérique et quels sont ceux qu'on veut promouvoir. On a des exemples comme Arvieux, ou pareil, Cyril parlait encore une fois, cette idée d'université auquel on n'a pas accès. Le Fab Lab des Trois Lapins à Luxeuil-les-Bains, il y a la collectivité est extrêmement partie prenante, et un des adjoints racontait simplement, un des adjoints au développement économique disait simplement, en fait, nous, on n'a pas d'université, c'est notre université à nous, le Fab Lab. C'est notre endroit en fait de recherche, d'expérimentation, de formation par le faire, etc. Voilà. Et après, quand on passe à la question de l'employabilité, moi, j'aime quand même bien aussi qu'on ne rajoute pas uniquement, les gens ne sont quand même pas des outils, quoi. Donc, en fait, il ne faut pas uniquement les former, enfin, par pitié, enfin, je veux dire, une ouverture sur le monde, une capacité à saisir mettons, du beau. Enfin, je veux dire, on ne va pas transformer les gens à nouveau, juste, on ne va pas les enchaîner à des tables pour qu'ils codent, quoi. Ce n'est pas non plus ça l'enjeu, quoi. On va éviter, effectivement. Merci beaucoup, Samuel, pour la richesse des exemples que vous nous avez partagés. Arvieux, oui, je vous invite tous à aller regarder ce qui se passe à Arvieux. C'est vraiment exceptionnel, la Smala aussi. Merci, Cyril. Merci, Samuel. Des belles idées qui permettent d'avancer et de voir comment, effectivement, reconsidérer le territoire avec toute son humanité, ce qui paraît vraiment le plus important. Donc, pour discuter de ça, j'accueille Alain Assouli, dont on vient de parler, qui est président fondateur du réseau d'écoles Webforce 3 qui forme au métier du numérique, et également président de la commission numérique de la CPME, donc la Confédération des petites et moyennes entreprises. Et Michel Baylac, qui est maire de Roquelaure, dans le Gers, en Occitanie. Donc, on aura eu beaucoup d'accents du Sud aujourd'hui, et ça fait du bien. Et qui est également président de l'Association européenne des institutions d'aménagement rural. Donc, ce que je vous propose, messieurs, c'est de traiter cette problématique en deux temps. Un premier temps autour plutôt des enjeux, des besoins, finalement, aujourd'hui, sur à la fois d'un point de vue, justement, maire et représentant d'un certain nombre de territoires, et puis d'un point de vue plus à la fois entreprise et entrepreneur. Comment vous adressez ces problématiques? Et puis après, peut-être faire le focus dans un deuxième temps sur les solutions que vous avez identifiées ou auxquelles vous avez vous-même participé, de manière à justement accompagner les petites et moyennes entreprises sur le chemin de la transformation numérique, et également, donc encore une fois, avec l'impact que ça peut avoir en termes d'inclusion, directement ou indirectement par les populations qu'elles peuvent toucher. Donc je vous propose peut-être, Michel, de commencer, de nous donner votre
votre regard sur ces enjeux d'un point de vue des territoires ruraux qui sont extrêmement importants à embarquer et à surtout pas laisser, même si on a dit juste avant qu'il y avait aussi de multiples réalités derrière. Mais bon, en tous les cas, il y a un enjeu très fort autour de ces territoires. Et bonjour à toutes et à tous. Donc, tout d'abord, excusez-moi, je suis en plein air, vous l'avez remarqué, dans un cadre magnifique, malgré tout au bord de l'autoroute A9. Mais tout simplement, plusieurs choses. Je me demande si je ne me suis pas trompé d'atelier parce que c'était extrêmement passionnant, tout ce que nous avons écouté jusqu'à présent. Et je pense que tout a été quasiment dit. Un salut aussi à mon collègue Cyril Cotonna, président des maires ruraux. Alors, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais nous sommes très amis et je préside, moi, l'association des maires de France de mon département. Donc, nous sommes deux collègues présidents d'association de maires. Donc, pour dire combien, que ce soit par les uns ou par les autres, le rural est bien défendu et les communes rurales sont bien défendues dans le département du Gers. Simplement, depuis des années, les revendications des communes, c'est tout simplement l'attractivité. Bon, on veut absolument que le rural vive, donc pour cela, il faut de l'attractivité. L'attractivité, c'est évidemment, on l'a dit, bien sûr, on parlera du numérique, mais c'est aussi tous les services en milieu rural et au premier rang desquels je mettrai l'école. Je mettrai l'école et aussi l'offre médicale. On a l'offre de soins. On n'en parle pas, mais c'est vrai que voilà, le numérique est un outil qui s'additionne, mais n'oublions pas les fondamentaux en milieu rural. Les fondamentaux, c'est l'enseignement et la santé. Hier, justement, avec Cyril, on a accueilli le Premier ministre Jean Castex, justement, pour nous amener quelques subsides, bien évidemment, mais plus que ça, il était accompagné de Mme Gouraud, qui est qui est la ministre d'État, à la cohésion des territoires, justement pour parler territoire. Mais on l'a dit tout à l'heure, ne pas se tromper d'objectif. Il y a d'abord des gens il y a des gens qui vivent sur le territoire et l'aménagement du territoire, pour moi, c'est la répartition de l'activité et des personnes sur l'ensemble du territoire. Donc, à partir de là, on s'est rendu compte des déficits d'attractivité. On le voit, par exemple, au niveau médical. Des médecins hésitent à aller en milieu rural. Donc, il faudrait trouver, en quelque sorte, des points, des points, d'attractivité. Alors, c'est vrai qu'à certains moments, justement, on s'est dit, pourquoi ne pas équiper le territoire de la fibre, etc. Et alors là, à ce moment-là, les communes, les EPCI et le conseil départemental ont créé un outil qui aujourd'hui peut diffuser quelque part, offre à la population et aux entreprises un meilleur débit. Alors évidemment, les entreprises, sans cela, c'est très difficile. Nous avons bénéficié à une certaine époque du passage de l'itinéraire grand gabarit. Et la fibre, si vous voulez, a traversé le département au même rythme que traversait le département la 380. Heureusement qu'on ne va pas déterrer la fibre maintenant qu'on ne construit plus de la 380. Donc nous avons profité de cela. Et quelque part, certaines entreprises se sont installées sur l'itinéraire. C'était relié, c'est vrai, à la sous-traitance aéronautique. Je pense à la TECOR à Gimont. Et ensuite, bien évidemment, on a profité de tout cela. Ensuite, on a essayé aussi d'amener une certaine attractivité au niveau des entreprises en s'engageant dans des projets Interreg type Solo. Donc, c'est Small Office, Home Office. Essayer de permettre à des personnes, à des professionnels, à des entrepreneurs, finalement, de s'installer dans le département du Gers, mais de choisir un cadre de vie pour exercer une profession, malgré tout, une profession comme une autre qu'on pourrait exercer peut-être dans le centre-ville de Toulouse ou de Paris ou de Bruxelles. Voilà, donc on a réussi à certains moments, par notre innovation, tout simplement par certaines opportunités, à accueillir des entreprises. Voilà, voilà un petit peu
ce que l'on peut faire. Alors évidemment, au niveau de l'attractivité et pour les entreprises, il faut aussi une offre culturelle. Ne croyez pas que on a essayé là aussi en région Occitanie, ici un festival de jazz à Marciac, ailleurs un festival de chant. Voilà. Bref, on a essayé là aussi disons l'armée de bénévoles que nous avons sur les territoires, parce qu'il faut pas, on en a besoin, parce que je mets toujours l'accent sur les associations. Sans association, il n'y a pas de territoire. Hein. Donc, il faut être clair. Hein. Jazil Marciac, c'est parti d'une asso, voilà, un président, un secrétaire, un trésorier et quelques bénévoles. Et aujourd'hui, c'est un événement planétaire. Donc, si vous voulez, cette attractivité, ce sont les personnes qui les font, ce sont les assos. Et à partir de là, tout à l'heure, peut-être en deuxième partie, on parlera aussi des outils et des boîtes à outils, parce que tout à l'heure, Cyril a parlé des boîtes à outils. Aujourd'hui, il faut le dire, hein, on a parlé aussi de désinvestissement au niveau des services en milieu rural. On l'a vécu. Hein. Vous savez, on traîne toujours la RGPP. Hein. La réforme générale des politiques publiques, lancée le président que l'on connaît, pas arrêté dans le quinquennat suivant et corrigée, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ces dernières années. Parce que c'est vrai que les aides aux décideurs locaux, on a supprimé des perceptions, on n'a rien proposé à la place. Aujourd'hui, on a quand même des aides aux décideurs locaux. Les conseillers numériques, par exemple, s'adressent plus, c'est vrai, à la population qu'aux entreprises. Quoique, nous, on a activé des maisons France Service, ça a été dit dans la première partie de l'après-midi. Si on utilise à plein les maisons France Service, on peut dépasser, on va dire, le cadre du service à la personne ou au papy-mamie qui aurait besoin d'aller faire une déclaration sur Internet. On aime là aussi, on a envie d'aller plus loin. On s'appuie aussi sur les consulaires. Il y a des chambres consulaires qui sont là aussi pour aider leurs ressortissants. Et nous, les collectivités, on essaie d'être en phase avec les consulaires pour justement pour que l'entrepreneur, parce qu'un entrepreneur, ce n'est pas forcément une multinationale, c'est une TPE en milieu rural. Ça veut dire qu'il y a des gens qui aujourd'hui ont de fabuleuses idées, mais ils sont un petit peu embêtés administrativement, ils coincent, parce qu'à un moment donné ou à un autre, on coince toujours sur des choses qu'on ne sait pas au niveau informatique, au niveau, voilà, je mets dans le vocable informatique, numérique et autres. Voilà, il n'y a même pas de la fracture. C'est tout simplement, c'est dur le mot fracture. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est dur. Et je rebondirai enfin pour dire, je connais l'exemple d'Arvieux. Et je trouve que là aussi, c'est chouette de voir des gens se mobiliser, mais j'ai en tête les locomotivés, par exemple, qui font du circuit court. Enfin bref, il y a des solutions. Mais ce n'est pas la solution. La solution aussi passe par des circuits de distribution courts. Moi-même, je suis un circuit court, mais pas que. Pas que tout le monde n'ira pas. Vous savez, la gestion du dernier kilomètre, je connais un peu. C'est pas si évident que ça. Les livraisons à Dôme, là. C'est pas forcément, c'est pas si évident que ça. Donc, on a besoin des deux. On a besoin de rééquilibrer. Avant de fracturer, là, pour le coup, parce que des fractures de salon, moi, ça m'agace un petit peu, mais on a besoin de rééquilibrer, certes, mais en regardant les choses en face. Voilà. C'est peut-être ce que je pouvais dire en première partie, mais je suis plus un témoin que, voilà, j'ai écouté attentivement beaucoup de personnes et beaucoup de gens qui ont cherché, et finalement, mais moi, je suis plutôt dans le mode application, et merci à ceux qui nous donnent plein d'idées, on va dire des éléments de réflexion, nous élus. Merci. Je vais laisser Alain rebondir sur ce que vous venez de dire et puis effectivement avoir son regard côté entreprise et petites entreprises, et effectivement comprendre de leur côté quels sont également leurs besoins, leurs dynamiques, et en quoi ça fait écho également à ce qu'on dit depuis que le colloque a démarré. Oui, merci Romain. Merci Michel pour votre première intervention, parce que ça, il faut pas perdre de vue une chose, c'est que c'est les territoires tels qu'ils sont. C'est bien, je pense qu'il faut avoir plein d'idées sur les tiers-lieux et
et je pense qu'on essaye, nous, à notre manière et avec nos moyens, de participer à tout ça. Mais la question qui est posée, je pense, la question qui est posée sur le plan d'abord économique, qui est de la vie du territoire, parce que l'économie, c'est aussi les emplois, c'est aussi des centres-villes qui vivent, etc. C'est comment justement on défend nos TPE, PME, de petites entreprises. Mais les TPE, c'est des commerçants, c'est des artisans, c'est des agriculteurs. Donc, la question qui est posée, c'est comment on va les accompagner dans leur transformation numérique. Alors, on peut dire, est-ce que le numérique, c'est utile? J'ai entendu ça. Moi, je pense que c'est utile. Et je ne pense pas que le numérique, c'est Amazon. Amazon, c'est d'abord de la logistique. Maintenant, c'est vrai que si on n'arrive pas à s'armer, si les petites entreprises n'arrivent pas à construire leur propre autonomie numérique, eh bien, et c'est ce qui se passe de manière très large, elles utilisent des places de marché mondialisées, type Amazon, mais il y en a d'autres. Il y a même des Françaises, d'ailleurs, qui proposent leurs services. Donc la question, nous, ce sur quoi, avec la CPME, mais avec l'AFNIC, avec Sinov Numérique, qui est le syndicat des petites entreprises du numérique, on s'est plutôt penché sur la question de comment construire une autonomie numérique pour les petites entreprises dans les territoires. C'est-à-dire comment permettre à tout un commerçant, un artisan d'avoir son propre site Internet, de pouvoir éventuellement, s'il le désire, vendre en ligne, sans être obligé d'utiliser une plateforme comme celle d'Amazon. Et puis, et ça pose, d'ailleurs, ça va poser des questions qui est que quand même, je peux être une petite entreprise sur un territoire et avoir un petit peu l'ambition de peut-être vendre mon produit ailleurs que dans mon territoire. Et si je veux éviter de passer par des plateformes comme Amazon, ou même si je suis un hôtelier ou un restaurateur et je ne veux pas utiliser Booking parce qu'ils me prennent mes données, ils me prennent mes clients, ils prennent tout en fait, et ils prennent évidemment un pourcentage qui au début était petit et puis qui grossit de plus en plus. Comment je construis cette autonomie? Et donc cette question, elle est posée pour chacun et elle est posée collectivement à un territoire. Comment éventuellement, ça c'est une des questions qui a, par exemple là, dans le cadre du plan de relance, le gouvernement a financé les places de marché de collectivités locales, territoriales, donc il y a cette possibilité-là. Mais si je veux vendre au-delà de ma ville, comment je dois faire? Donc la question se pose de l'interopérabilité entre toutes ces places de marché, de façon à permettre à la fois une autonomie territoriale et en même temps une interopérabilité avec d'autres territoires pour pouvoir vendre ailleurs, sans être obligé, je répète toujours, de passer par ces grosses plateformes. Alors autour de ça, évidemment, il y a des visions, il y a des tas de choses qu'on peut dire, mais la première, et Michel l'a très bien posée, c'est que c'est vrai qu'on a pensé les conseillers numériques. Vous savez que Webforce 3 forme les conseillers numériques à distance, hein, on a ce lot-là. On a pensé les conseillers numériques pour les collectivités locales et mais avec un objectif plutôt d'aider des personnes âgées, des personnes qui ont des difficultés avec le numérique. Mais moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, quelquefois, les personnes qui ont des difficultés avec le numérique, ce sont les commerçants et les artisans aussi. Et donc voilà pourquoi on a mené un programme auprès de 3000 TPE-PME. Ça s'appelle Tous en ligne maintenant, qui est dans le cadre du programme gouvernemental d'accompagnement action pour aider à faire les premiers pas dans le numérique. Donc l'idée qu'on a, nous, avec cette approche-là, et on fait aussi un tour de France de la transformation numérique, où on va dans les territoires et où c'est les communautés d'agglomération, les pays qui convoquent ces étapes-là,
et qui nous reçoivent et qui reçoivent les entreprises numériques des territoires, c'est plutôt de partir des besoins qui sont exprimés par les TPE-PME. C'est-à-dire on n'arrive pas avec une incantation, attention, il faut vous transformer, sinon vous allez mourir, mais on arrive plutôt à dire, bon, quelles sont les problématiques que vous rencontrez dans le territoire et en quoi le numérique peut vous aider à les résoudre. Alors non pas le numérique comme une solution en apportant des solutions toutes faites, mais justement le numérique comme un moyen pour chacun, à sa manière, de trouver ses propres solutions qui sont quelquefois, et souvent, le numérique, c'est un moyen de mettre en œuvre quelque chose qui n'est pas numérique. Et donc, c'est de réfléchir ensemble à chacune de ces étapes, quelles problématiques on rencontre. Et donc, en général, on fait des groupes de travail par filière. Par exemple, on a les petites entreprises du bâtiment, les commerces de centre-ville, les agriculteurs. On réunit par filière et on essaye de réfléchir ensemble comment, avec le numérique, on va pouvoir aller plus loin. Voilà un peu les approches qui ont été celles du syndicat des petites entreprises numériques que je présidais, que je ne préside plus maintenant. C'est une femme remarquable, Emmanuelle Roux, qui le dirige, mais qu'on fait aussi avec la CPME. Et à chaque fois, on le fait, vous avez raison de le souligner, avec les consulaires, d'abord avec la collectivité locale, toujours. C'est elle qui reçoit, parce que je me suis rendu compte, en fait, qui connaît mieux ces TPE-PME que le maire d'une ville. Il les connaît super bien. Et donc, tous les programmes qui tendent à essayer d'arriver d'ailleurs pour dire ce qu'il faut faire, je pense vraiment qu'il faut toujours passer par la collectivité locale, qui est très, en général, les maires, les communautés d'agglo sont extrêmement engagées dans la question du développement économique d'un territoire, et donc elles sont très au fait de ce qu'il faut faire. Merci Alain pour ces éléments. Alors, j'ai une question, Michel, c'est pas forcément ce que vous avez mis, mais je me dis que ça peut être intéressant puisque vous avez commencé avec Alain à aussi aborder des pistes de solutions. On parle effectivement d'enjeux territoriaux et locaux. Vous avez un rôle auprès donc, de l'Association européenne des institutions d'aménagement rural. Comment vous voyez le lien entre justement ce besoin d'être vraiment ancré dans les territoires et puis la logique peut-être justement européenne? On parlait de souveraineté aussi également au début de colloque. Voilà. Comment aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez émerger de manière à ce qu'on arrive à marier le mieux possible ces deux dimensions qui peuvent, on va dire, paraître un peu antagonistes, mais qui finalement doivent concourir au même objectif? Vous savez, on a coutume de dire dans mon organisation, l'Association européenne des institutions d'aménagement rural, mais aussi à l'Association des maires de France. Voilà. C'est à l'AMF que le premier pays européen, c'est le rural. Donc, voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, les entreprises, il y a évidemment beaucoup plus d'entreprises en milieu rural que partout ailleurs en Europe. Donc, et si vous voulez, ce que nous essayons de promouvoir à travers mon organisation, la IAR, c'est la maîtrise du sol. Voilà. Bon, on va dire la première revendication, si vous voulez, de la IAR, c'est le sol. Et c'est pour ça que la France on va dire, j'allais dire une bêtise, alors je ne le dis pas, ça rappellerait autre chose, mais c'est très regardé et très envié au niveau de sa politique en termes de régulation foncière. Et si vous voulez, ce sont des politiques qui datent de 60-62. À l'époque, c'était le général de Gaulle, tout simplement, qui avait mis en place, sur conseil et sur volonté des jeunes agriculteurs, tout simplement des SAFER. Et ces SAFER, aujourd'hui, évidemment, elles ont évolué. Elles se sont ouvertes aux collectivités locales, elles se sont ouvertes aux associations, mais permettent malgré tout à la France de maintenir donc cette maîtrise foncière. Et aujourd'hui, cette maîtrise foncière, nous essayons donc de la promouvoir au niveau européen. Et c'est vrai que nous sommes, on va dire, les ruraux nous demandent absolument de le faire. Et j'y vois là aussi des liens avec les politiques donc européennes. Je rappelle qu'au niveau de la PAC, il y a un premier pilier, il y a un second pilier.
le second pilier, c'est celui du développement rural. Et là aussi, donc, on espère justement enrichir ce pilier, tout simplement de demandes venant du rural, c'est-à-dire d'entreprises. Lorsque Alain, tout à l'heure, a bien évoqué donc, le besoin des entreprises. Et c'est vrai que c'est bien qu'il y ait dans le milieu qu'il représente, bon, d'abord la CPME, bon, qui est d'abord un grand défense, je veux dire une structure qui défend réellement les entreprises, mais en même temps offrir des services. Des services, il ne s'agit pas de dire, écoutez, bon, voilà, ça va mal, mais on ne fait rien. Je pense que tous les jours, il faut faire. Et le lien, si vous voulez, entre les politiques européennes et ce que nous représentons, eh bien, il faut sans arrêt revendiquer, on va dire, notre différence, cette différence rurale, mais qui n'est en aucun cas en opposition avec les politiques urbaines. Je rappelle qu'au niveau français, il y a un agenda rural qui a été qui a été proposé par une structure qui s'appelle Ruralité, Environnement, Développement, qui aujourd'hui aussi demande au niveau européen un agenda rural européen. Tout simplement, bon, je l'ai dit, premier pays, c'est la ruralité. Donc, on doit absolument mettre en place des mesures. Bon, évidemment, ici, une ZRR, ailleurs, enfin, ça existe déjà, mais essayer d'avoir quelque chose de... On a parlé à notre temps de discrimination positive, mais je crois qu'il faut essayer d'amener il faut absolument défendre le milieu rural, parce que si celui-ci n'est pas défendu, franchement, on va vers des désertifications. On parlait de désertification, par exemple, médicale. Je veux dire, au niveau de l'AMF, par exemple, c'est un sujet, quoi. C'est un sujet que nous défendons à corps et à cri. Hein, donc, mais pour cela, j'ai un dossier sur le département du Gers. Mais comment il faut faire pour défendre, par exemple, une pharmacie? Eh bien, il faut tout simplement... c'est une histoire humaine aussi. La désertification rurale, c'est une histoire humaine. Ça veut dire que derrière, par exemple, un cédant pharmacien, vous avez peut-être un repreneur. Et si personne ne fait cette mise en relation entre un cédant et un repreneur, il n'y a plus de pharmacie. Et ces jours-ci, dans notre département, on a essayé de mettre en contact un cédant et un repreneur, et ça va marcher, et on va sauver la pharmacie dans une commune de 500 habitants. Mais dans une commune de 500 habitants, il faut aussi de l'imagination pour gagner sa vie. Voilà, il ne s'agit pas de dire, ça y est, je suis le pharmacien du village. Non. Et là, c'est là qu'arrive peut-être le numérique. Et si on a une bonne couverture, peut-être qu'on fera de la téléconsultation. Bon, fermez vos oreilles, ceux qui pensent que ce n'est pas bien. Voilà, ou des choses comme ça. Vous voyez, donc, tout est lié. Et au niveau européen, on essaie de mettre ça en place aussi à travers ces groupes ces lobbies, ces petits lobbies. Vous savez, le mien, lobby, il a 60 000 euros de chiffre d'affaires. Hein. C'est pas la multinationale du lobby. Parce que je me méfie aussi. Tout à l'heure, il y a parfois des éléments de langage, vous savez, et qui sont aussi creux que certains tiers-lieux qui se veulent tiers-lieux. Il y a tiers-lieux et tiers-lieux. Et moi, j'ajouterais plus qu'un tiers-lieu, un tiers de confiance. Je crois que c'est ce qu'ont besoin les gens, des tiers-lieux, mais des tiers de confiance. Parce qu'à certains moments, il ne s'agit pas de faire mousser, il faut faire. Et là, par exemple, je suis assez fier, si vous voulez, de cette pharmacie, je pense que ça va marcher. Enfin, le gong, c'était au 31 décembre. Et le 31 décembre à midi, on n'avait pas encore la réponse pour proroger un délai, etc. Et on l'a eu le 31 décembre à 15h. Donc, c'est ça aussi, être impliqué en milieu rural. C'est parfois avoir peur de voir un commerce ou pour le coup une pharmacie fermée. Parce qu'on connaît la dégringolade. Par exemple, une pharmacie qui ferme, c'est le médecin, il faut peut-être qu'il va falloir qu'il change d'endroit, les infirmières, etc. etc. Donc, voilà, moi je relis tout, quoi. Pardonnez-moi. Alors, c'est vrai qu'on parle de ça. On avait parlé en préparant la réunion aussi de l'école numérique rurale. Là aussi, il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot. Beaucoup de communes rurales n'ont pas d'équipement. Les instituts rament, ont de mauvaises conditions de travail, qui nuit aussi à l'attractivité du métier pour le coup.
ça nuit aussi à l'attractivité du métier. Eh bien, chez moi ou ailleurs, on a créé ces écoles numériques rurales avec une prise en charge de l'État quand même de 80%. Donc, et la commune qui a la compétence ou l'intercommunalité, la compétence scolaire, amène le reste. Donc, on a par exemple équipé, il y a une opération qui s'appelle We4You. Oui comme Wi-Fi, For comme 4G et You comme Union européenne. Donc là aussi, on est en train d'équiper l'espace public. Évidemment, We4You, c'est pas le, comment dirais-je, Internet gratuit dans toutes les maisons. Mais on essaie d'équiper l'espace public de façon à ce qu'il y ait moins pour le coup, moins de gens sur le bas-côté, quoi. Et voilà, alors, je ne dis pas que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et en commençant mon discours, j'ai dit, mais attendez, en milieu rural, il y a d'abord la santé et l'enseignement. C'est quand même, c'est pas neutre. Et évidemment, et l'économie, qu'elle soit agricole, parce que dans le milieu rural, il y a l'agriculture. Il y a l'agriculture avec les doutes qui traversent aussi cette profession. N'oublions pas qu'il faut être inclusif. Et si on veut être inclusif, il faut peut-être éviter à certains moments l'agribashing aussi. Parce que c'est bon, quoi. Je veux dire, c'est très difficile aujourd'hui. Si on n'est pas, entre guillemets, si on n'est pas bio, si on n'est pas, si on n'est pas un circuit court, alors je suis un peu des deux, je suis un peu bouche et je suis un circuit court. Mais si on n'est pas cela, et si on est tout simplement producteur de céréales conventionnelles, on est parfois montré du doigt. Donc, là aussi, il faut pas stigmatiser, il faut de l'inclusif. Et lorsqu'on est élu, on se doit, et président d'une asso de maire, qu'elle soit de l'AMF ou d'autres, et il faut essayer de rapprocher le plus possible les gens. C'est ce que vous faites cet après-midi. Et à travers aussi les actions de hashtag le plus important. Mais il faut rapprocher les gens. Si on rapproche les gens, on va gagner. Nos territoires vont gagner. Mais nos territoires qui aussi font partie de la même entité française où moi j'ai envie, vous savez, quand j'étais président des jeunes agriculteurs de mon département il y a très longtemps, on avait organisé une action qui s'appelait Banlieue verte. Et on avait échangé tout simplement avec des jeunes issus des banlieues ou de la métropole, souvent parisienne, de venir dans nos campagnes, tout simplement pour connaître ce que nous faisions. Et c'était extrêmement réussi. Donc il faut continuer. Et inversement, des ruraux, il faut aussi qu'ils aillent voir ce qui se passe peut-être en métropole, dans des quartiers ou autres. Donc, on a besoin de se réapproprier finalement l'entité française, quoi, française, l'entité de notre territoire. Je ne vais pas faire du franco-français, mais voilà, notre territoire tel qu'il est a besoin de plus de cohésion et on y travaille. On y travaille. Merci Michel. Et alors, je vais laisser Alain conclure sur les quelques minutes, sur 5 minutes, si vous êtes d'accord. Puisqu'effectivement, dans les autres exemples qu'on avait partagés, je pense que ça fera lien parce qu'on est effectivement sur une logique nationale, justement, avec en même temps des initiatives locales. On avait parlé du Tour de France de la transition numérique, des ateliers territoriaux du numérique. Est-ce que vous pouvez nous illustrer également ce que ces programmes apportent par rapport aux problématiques qu'on évoque depuis tout à l'heure? Non, j'ai parlé tout à l'heure du Tour de France. Ce qu'on essaye, nous aussi, au niveau de cette fois-ci, je prends ma casquette Webforce 3, c'est d'avoir des espaces dans les territoires, et qu'ils soient ruraux ou pas, on va partout, dans lesquels on va à la fois, on peut appeler ça des tiers-lieux si vous voulez, mais où l'idée c'est plutôt d'en faire des lieux à la fois où on va trouver, on est en train de le faire à Bastia, on va trouver à la fois un conseiller numérique qui va pouvoir aider des personnes qui ont des difficultés avec le numérique pour faire leur déclaration, mais aider aussi un commerçant à aller sur Internet, à pouvoir avoir son site Internet, à pouvoir éventuellement commencer à faire du click and collect, etc. Et puis nous, on pense que tout ça,
il y a un enjeu pour moi qui est très important, qui est celui de la formation des personnes dans les territoires. Et, et en effet, je ne sais pas qui disait ça tout à l'heure, c'est que c'est vrai que les jeunes, lorsqu'ils ne trouvent pas des formations dans le territoire, ben, ils partent vers la métropole et souvent ils ne reviennent pas. Et la métropole agit comme un trou noir, elle aspire comme ça toutes les compétences qu'on est en train de perdre sur les territoires. Et donc, l'idée, c'est d'arriver, en ce moment, on est en train d'expérimenter avec des universités, avec un certain nombre d'acteurs, le fait de réfléchir à des parcours qui soient proposés. Vous savez, Webforce 3, c'est une implantation dans une cinquantaine de territoires, et c'est plutôt des formations inclusives. Hein. On a été un peu les préfigurateurs de la grande école du numérique, et donc on va chercher les jeunes des quartiers populaires, des personnes en territoires ruraux enclavés, on va chercher aussi des personnes en situation de handicap, on forme même, on a même des formations en milieu carcéral. L'objectif est toujours d'amener des personnes vers l'emploi. Et dans les territoires ruraux, l'approche qu'on a, c'est que quelquefois, on ne va pas faire une école avec 10 sessions par an dans un territoire. Mais ça nous est arrivé en Normandie de faire une session par an dans un territoire, une ville avec de 800 habitants, où on a pu attirer des personnes tout autour qui sont venues se former. Parce que je pense que si on veut réussir la transformation numérique des petites entreprises et la transition numérique, ben, il faut qu'il y ait des compétences sur place. Il faut aussi qu'on ait des personnes qu'on a formées sur place. Et puis, je crois aussi que, parce que souvent, la question, hein, des fois, quand on va pour s'implanter dans une ville, alors c'est plus le cas, hein, mais il y a quelque temps, on avait quelquefois la personne de Pôle emploi qui disait moi, je n'ai pas d'offre d'emploi dans les métiers numériques sur le territoire, donc je ne vois pas à quoi ça sert de faire une formation. Et c'est vrai que dans ces cas-là, c'est souvent l'élu, et c'était souvent d'ailleurs à l'initiative de l'élu qu'on arrivait sur un territoire pour ouvrir une école. C'est souvent l'élu qui, lui, se dit, mais c'est aussi une stratégie de développement économique du territoire, de se dire, si j'ai une école du numérique qui forme des talents numériques, ça veut dire que ces personnes vont peut-être à la fois créer leur propre entreprise, qui va servir à accompagner les petites entreprises du territoire dans leur transformation numérique, mais peut-être aussi que je vais attirer des entreprises numériques qui vont venir. Et même maintenant, il y a quelque chose qui court dans la réflexion, parce que je suis d'accord qu'on n'est pas obligé quand on parle du numérique, et je suis d'accord qu'il faut d'abord parler des entreprises du territoire et de comment elles utilisent le numérique pour se développer, croître, etc. Mais très clairement, on va aller vers le fait que de plus en plus, y compris les entreprises du numérique, des entreprises de services numériques qui peuvent être des entreprises de 50, 100, 200, 1000 salariés, vont, parce que c'est des métiers en tension et qu'aujourd'hui, il y a 130 000 postes à pourvoir pour ces entreprises-là, se dire qu'éventuellement, avec le télétravail, qu'elles vont pouvoir se dire on forme des gens dans les territoires et ils restent dans le territoire et ils vont travailler, ils vont faire du code ou ils vont faire du marketing digital en restant là où ils sont, c'est quelque chose qu'il faut envisager. Et ça, on peut l'envisager à la fois en formant dans les territoires, en travaillant la relation de ces écoles de formation avec les entreprises du numérique sur tout le territoire national, mais aussi en se disant comment les tiers-lieux, c'est aussi des lieux de travail où la personne ne va pas rester chez elle pour travailler, mais elle va pouvoir se socialiser, mais pas en faisant 100 km, mais en allant dans un tiers-lieu. Et ça aussi, les tiers-lieux peuvent être aussi des lieux de télétravail où on se socialise, où on est avec... alors, ce n'est pas des collègues de travail, mais c'est des collègues de lieu, mais on ne va pas travailler forcément pour la même entreprise. Donc, je crois qu'il y a un enjeu maintenant pour les territoires qui est la transformation numérique de ces entreprises
mais aussi il y a un enjeu de faire de telle sorte que des personnes soient formées dans ces territoires et qu'elles y restent, qu'elles puissent travailler là, dans des lieux qui sont dédiés, mais même pour travailler pour des entreprises qui sont à distance et qui sont… voilà. Donc ça, c'est, à mon avis, un des sujets clés. Alors, juste, je conclurai là-dessus. Nous, on est en ce moment en train, on va le faire à Marseille, et on le fait sur un territoire qui est plutôt rural, on va dire, qui est la communauté d'agglo de Roissy, Pays de France, hein, où il y a des villes comme Sarcelles, etc., mais où les 3/4 du territoire est rural. On est en train de travailler avec Être, qui c'est les écoles de la transition écologique, à faire ensemble des lieux, des transitions, des tiers-lieux des transitions, où à la fois on est sur la transition numérique, la transition écologique et les transitions sur la manière de travailler. Et là, en effet, on est en train d'essayer de réfléchir comment le numérique peut se mettre au service de la transition écologique, au service de l'agriculture, du circuit court, et comment en même temps aussi l'école Être, qui est plutôt une école aussi qui forme au métier du bois, au métier du maraîchage, au métier de la réparation de vélos dans certains cas, etc., comment elles permettent des remobilisations. Et voilà, donc en fait, je crois que le numérique et ces métiers, qui sont quelquefois des métiers manuels, il n'y a pas deux lieux différents pour chacun. Il faut aller dans les mêmes lieux pour voir ensemble comment on construit des modèles nouveaux dans les territoires. Comment on permet aux territoires de faire ces transitions. Merci Alain. En termes de transition, c'est parfait puisque ça va faire le lien avec la deuxième partie de notre colloque qui est plus sur la transition écologique et environnementale. Super. Je voulais vous remercier ainsi que Michel pour vos autres interventions. En conclusion de cette première partie qui était plus axée donc, sur la transformation numérique, moi je retiens 3 points qui sont assez globaux puisque chacun a amené effectivement un certain nombre d'exemples qui sont précis et donc l'idée c'est pas de les faire d'un redite. La première chose que je trouve très intéressante, c'est vraiment d'avoir une approche holistique de la transformation numérique, avoir une vision du numérique qui n'est pas que technocentrée. Et effectivement, quelque part, c'est cette vision, on va dire, globale, dans une logique d'autonomie. On parlait d'encapacitation, alors c'est pas très joli, d'empowerment, mais finalement, voilà, de dire que le numérique, c'est un levier de transformation qui est très efficace, mais également que voilà, il recouvre un certain nombre de réalités qui sont toutes interconnectées dans la vie que l'on a, qu'il soit personnel ou professionnel. La deuxième chose, c'est effectivement la pluralité des acteurs, le fait qu'on a remarqué tout au long des interventions que ce qui fonctionne, c'est quand les gens se parlent. Michel disait que c'est effectivement les hommes qui tirent les territoires et donc c'est également les hommes qui finalement sont à la manette de ces projets et qu'on voit que c'est par la pluricompétence, l'interdisciplinarité, le partage entre des acteurs locaux, des acteurs nationaux, des acteurs privés, publics, associatifs, qu'on crée finalement des solutions qui sont pertinentes et qui ont vocation à se pérenniser. Et le troisième point, qui est toujours un plaisir à l'issue de ce type d'échange, c'est voilà, la richesse des solutions. C'est toujours, on va dire qu'aujourd'hui, et on l'a touché du doigt à plusieurs reprises, on est dans un monde qui est effectivement complexe, qui est anxiogène. Il y a beaucoup de gens qui cherchent du sens. Il y a les médias ne jouent pas forcément très positivement sur la vision qu'on peut avoir de nous, de notre société, de notre monde. Et je trouve que c'est dans des espaces comme ça qu'on se rend toujours compte que finalement, on est beaucoup à converger vers les mêmes objectifs, qu'on est beaucoup à avoir des solutions concrètes. Et finalement, je trouve que ça a toujours cette vertu de rassurer, de mettre dans un état d'esprit optimiste et positif. Et on en a bien besoin. Donc, voilà, je terminerai en disant que toutes ces solutions montrent qu'il y a énormément d'actions qui sont menées, énormément d'optimisme à avoir. En même temps, il y a des enjeux, on en a parlé, en termes de passage à l'échelle, d'interopérabilité des solutions, de financement et de réplication. Et donc, effectivement, l'idée, c'est de continuer à échanger, à interagir pour que les projets qui fonctionnent puissent se mailler sur le territoire. En tous les cas, je vous remercie tous pour ces échanges. Et puis, je passe la main à Claire.
Je passe maintenant la parole à Nathalie Bernard et de le plus important qui est notre responsable du pôle transition écologique inclusive et avec Christophe Besson-Léo, le président de l'Alliance Synsynco. Alors, développer des projets territoriaux de transition écologique inclusive. On a bien compris que c'était une priorité, mais comment faire? Nous vous écoutons. Merci Nathalie. Et alors désolée pour la transition loupée, j'étais voilà. Et Sylvie, je te salue. Je suis bien contente de voir que le projet continue à progresser. Donc voilà. Désolée pour cette parenthèse et merci à Christophe de se joindre à nous. Alors Christophe, je vais me permettre de vous présenter puis je vous laisserai évidemment commenter. Vous êtes aujourd'hui vous intervenez pour Alliance Essence et vous allez nous expliquer comment tout cela fonctionne. Vous avez donc commencé votre carrière dans le conseil en gestion du changement et puis c'est quelque chose qui me semble que vous avez décliné dans tous les projets suivants, hein, dans l'économie du partage, des mobilités, les fonds de dotation, de l'inclusion numérique. Donc, bon, évidemment, nos participants pourront se renseigner sur votre parcours, mais il me semble que l'aspect inclusif est présent dans tous vos projets. C'est un peu le fil rouge dans différents domaines de l'économie. Voilà, donc si vous voulez bien présenter rapidement et puis présenter ce que fait Alliance Sens et Économie dans lequel vous investissez depuis 7 ans. Voilà. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, j'ai un écho. Ça devrait aller mieux là. Vous m'entendez? Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait. Merci. Petit problème technique. Donc, merci de cette introduction. Donc, effectivement, je m'appelle Christophe Besson-Léo. J'ai fondé et cofondé. Je suis président de la société coopérative d'intérêt collectif Alliance Sens et Économie, qui travaille avec des acteurs qui sont tous sociétaires de cette belle coopérative, qui se sont réunis, d'acteurs publics, acteurs économiques, acteurs associatifs de l'économie sociale et solidaire et acteurs de l'innovation et de la recherche, pour réaliser ensemble un constat ou une réponse face à un constat qui est que des initiatives, il y en a partout, que la difficulté aujourd'hui, c'est le passage à l'échelle à ces nouveaux modèles de développement dont on entend parler depuis le début de la journée, et que pour ce faire, on avait besoin d'un certain nombre de communs, ce qu'on appelle nous des communs, c'est-à-dire des activités qui constituent finalement des moyens mutualisés, permettant à l'ensemble des acteurs qui font la valeur des territoires, donc on retrouve les acteurs économiques, les acteurs associatifs et de l'ESS, les acteurs publics, qu'ils soient nationaux ou locaux, les acteurs de l'innovation, de la formation et de la recherche, ces grandes familles d'acteurs avec au milieu les habitants qui ont beaucoup de mal à coopérer ensemble, à aligner finalement leurs actions pour passer à l'échelle sur des nouveaux modèles de développement. Et au sein de l'Alliance, on s'est lancé comme objectif, en tant que coopérative publique-privée, de co-construire ces communs d'une économie dans laquelle et d'une société dans laquelle on se projette, qui crée de la valeur économique, sociale et environnementale, et ce, en ayant une démarche de co-construction de ces solutions avec des professionnels métiers. Et on s'est concentré sur 4 univers: l'immobilier, la finance, le numérique et la formation. Les 4 étant structurants pour notre économie et nos sociétés, et transversaux à toutes les filières. Voilà un peu le travail que l'on fait au niveau de l'Alliance, et on a été qualifié donc de start-up studio, parce qu'on incube ainsi des projets de l'économie responsable ou pour faire émerger les communs de l'économie responsable. Merci. Dans les territoires, ça prend un sens très concret avec une démarche finalement de réhabilitation des locaux vacants et des friches sur les territoires. Oui, Nathalie. Alors, avant de rentrer effectivement dans l'aspect vraiment, l'impact de vos projets et ce sur quoi vous travaillez en particulier, est-ce que vous voulez bien nous expliquer comment vous fonctionnez au niveau de la gouvernance et comment vous assurez justement cette capacité à co-construire au niveau d'un territoire par rapport à peut-être ce que vous avez observé dans vos expériences précédentes ou le fonctionnement actuel sur les territoires? La grosse difficulté dans les territoires, c'est effectivement de réussir à faire travailler ensemble les gens. En fait, la racine des difficultés qu'on rencontre, quels que soient les projets, elle est là. Et cette gouvernance qu'on s'applique à nous-mêmes,
on a trouvé des clés de réponse. Il n'y a rien de magique, hein, mais des clés de réponse dans ce statut de société coopérative d'intérêt collectif qui a été évoqué lors d'une précédente intervention par la Banque des Territoires et qui effectivement fait un peu le meilleur du monde associatif, on va dire, et du monde économique marchand, en ayant une structure où on peut avoir une gouvernance publique-privée qui reste de droit privé, qui peut donc servir le bien commun, tout en étant dans une logique d'investissement dans les territoires, avec un vrai modèle économique, bien sûr, permettant d'assurer un retour sur investissement qui est évalué pas simplement d'un point de vue financier, mais également d'un point de vue d'impact social et environnemental. Et ce qui est intéressant avec ce statut d'entreprise, c'est que la gouvernance est structurée juridiquement comme étant forcément participative, avec les collaborateurs et les fournisseurs qui peuvent être associés à l'entreprise coopérative, mais aussi les clients et bénéficiaires directs ou indirects qui sont aussi associés à la gouvernance de la coopérative. Donc, on a là une gouvernance qui est forcément partenariale, qui peut quand même avoir un pilote dans l'avion, pour faire simple, hein, et pour être rassurant vis-à-vis d'investisseurs, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient publics ou privés, qu'ils soient de gros acteurs du financement ou des petits actionnaires, et qui quand même est capable d'impliquer l'ensemble des parties prenantes dans la co-construction de son activité et l'atteinte des objectifs. Merci beaucoup pour ces explications, pour avoir moi-même beaucoup travaillé sur des sujets de projets impact dans les territoires. Effectivement, on sait que la gouvernance est un facteur clé. Donc, merci pour le partage de ces éléments. Alors, vous avez cité comme action numéro 1, comme pilier numéro 1, le foncier. Pourquoi le foncier plutôt que l'agriculture? Est-ce que ça vous est tombé comme ça dessus parce qu'il y avait une opportunité dans un territoire et vous vous êtes dit, ah ben super, on va travailler sur le foncier? Ou est-ce que vous pensez que le foncier est un levier plus important sur nos thématiques que d'autres? Voilà, donc ça c'est la première question. Pourquoi le foncier? On arrivait sur le foncier chemin faisant, ce n'était pas du tout un objectif. Et d'ailleurs, les 4 domaines sont le fruit d'études qui ont été faites ces 20 dernières années sur l'importance de l'immobilier, l'importance de la finance, du numérique et de la formation. Et dans l'objet aujourd'hui de changement d'échelle, d'un passage à des modèles qui à la fois donc, assurent la transition économique, la transition sociale, une transition écologique et la transition numérique, on s'est rendu compte que les lieux, nos espaces de vie, nos espaces de travail, en fait, incarnaient la société, son mode de fonctionnement, et que de fait, si on voulait assurer ce passage à l'échelle, il fallait assurer également la transformation des lieux. Un peu comment on est tombé un peu très logiquement sur l'immobilier, le foncier, avec une démarche qui vient en fait de la recherche d'instaurer une gouvernance dans des territoires, une gouvernance publique-privée à travers ces structures donc, que sont des sociétés coopératives d'intérêt collectif, pour instaurer la co-construction de nouvelles chaînes de valeur dans les territoires, en commençant par la co-construction de nouvelles chaînes de valeur sur la revalorisation de l'immobilier vacant, en friche, sous-utilisé ou qui doit être recomposé à l'échelle d'un territoire. C'est comme ça qu'on est arrivé sur l'immobilier. Parfait, merci beaucoup pour ces éléments. Et alors, du coup, qu'est-ce que vous faites concrètement à partir de ces locaux vacants et friches du territoire? Qu'est-ce que vous mettez en place avec les partenaires? Vous avez derrière moi le plan du site pilote qu'on est en train de référencer au niveau européen sur justement la mise en œuvre à l'échelle d'un territoire d'une plateforme de relance par la fabrique de villes intelligentes, productives, inclusives et durables. Chaque mot a son importance. En fait, ça revient à instaurer dans un territoire une société coopérative d'intérêt collectif foncière, dans un réseau, donc dans un modèle de franchise de SIC, qui partage des moyens mutualisés et qui, ayant la maîtrise d'un foncier, est en capacité de tenir un projet de long terme, piloté donc par une équipe publique-privée, un projet de long terme de transformation d'un patrimoine immobilier, aussi bien au niveau des bâtiments par leur rénovation ou les extensions ou constructions, qu'au niveau des infrastructures d'énergie, d'eau, numérique, des déchets, de pouvoir retravailler à l'échelle d'un territoire
à faire finalement ce que tous les projets de territoire veulent faire, c'est transformer le territoire, créer de nouvelles dynamiques de développement économique durable et le faire en transformant les bâtiments et en adaptant finalement tout ça aux vrais besoins d'avenir du territoire, aussi bien au niveau des lieux de vie, des lieux nouveaux comme les tiers-lieux, que des lieux professionnels, avec l'enjeu à la fois de réussir à décarboner la société. Donc, on a un objectif de décarbonation, mais un deuxième objectif aussi de consommation d'énergie réduite, donc de sobriété énergétique, les deux n'étant pas faciles à concilier. Tout ça dans une démarche où on est dans l'obligation de savoir mesurer ces impacts sociaux et environnementaux au niveau de la transformation de l'immobilier, de sorte d'en faire la preuve. Le tout n'étant pas de le déclarer, mais véritablement de le faire et de mesurer les véritables impacts et de pouvoir, chemin faisant, adapter les solutions pour véritablement atteindre les objectifs visés, notamment de neutralité carbone et de sobriété énergétique. Est-ce que vous avez cité là cette initiative qui est derrière vous? Est-ce que vous parlez de la microville 112? Effectivement, voilà, on parle de ce modèle de coopérative foncière qu'on a incubé pendant ces 3 dernières années, depuis la création de l'Alliance Sens et Économie. On a incubé ce modèle de coopérative foncière sous franchise Microville Durable, et dont le premier site pilote est l'ancienne base aérienne 112 à la périphérie nord de Reims, il y a 1 kilomètre au nord. Donc on est vraiment à cette frontière entre la ville et la ruralité, et avec, comme vous le voyez derrière moi, la zone vie, c'est un triangle, hop là, ici, un triangle de bâtiments existants. Il y a 55 000 m² de bâtiments existants, une quarantaine, où vivaient 3 500 militaires quand la base était en activité. 3 500 militaires qui vivaient, mangeaient, dormaient, allaient en prison, allaient à l'hôpital. Donc, il y a vraiment les fonctions principales d'une petite ville. Et on a la chance sur ce territoire-là d'avoir ces 3 années de travail avec des habitants, avec des acteurs associatifs, avec des acteurs entrepreneuriaux du territoire, d'avoir constaté que finalement la transition économique, sociale, écologique et numérique pouvait être menée de front, sans opposition, et avec une vraie dynamique et un vrai engagement de l'ensemble de ces acteurs. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas forcément là encore, tout le monde n'est pas là non plus au même niveau d'implication, mais aujourd'hui, l'emprise territoriale est sur le village de Courcy, qui est vraiment partie prenante depuis 3 ans. Les habitants se sont constitués dans une association citoyenne qui est associée à la coopérative foncière. Des acteurs associatifs, notamment du monde culturel, du monde créatif, se sont joints dès la création de la foncière, des acteurs économiques locaux, et on est en train de co-construire finalement ce modèle de fabrique à partir d'un patrimoine existant et de transition écologique, transition numérique, d'un patrimoine existant dont on doit changer les fonctions, le devenir, pour en faire un territoire intelligent, productif, inclusif et durable, dont on est capable de mesurer le véritable impact. J'ai envie de vous poser la question de justement l'alignement des compétences sur le territoire avec ce projet. Rencontrez-vous des difficultés spécifiques liées à la disponibilité des compétences sur le territoire, ou inversement, en quoi ce projet contribue-t-il à créer des opportunités d'inclusion par les compétences? Alors, dès le départ, on s'est rendu compte qu'on a la chance d'avoir un terrain de jeu, appelons-le comme ça, qui nous permet d'envisager, puisqu'il n'y a pas d'habitants actuellement, c'est vide depuis 10 ans, dans un excellent état, parce que l'armée l'a bien entretenu, mais vide depuis 10 ans. Donc, on a l'opportunité là de voir avec les professionnels, notamment de la ville intelligente et durable. Donc, on est en partenariat avec l'association nationale Smart Buildings Alliance for Smart Cities, qui rassemble ces 500 adhérents. Ce sont tous les acteurs des grands groupes jusqu'aux startups qui œuvrent aux bâtiments intelligents, aux infrastructures des territoires, avec effectivement du numérique et de nouvelles technologies au service de l'impact environnemental et donc de l'atteinte des objectifs que je citais, notamment de sobriété énergétique et de décarbonation. Donc, on a là des acteurs qui avec qui très vite on a pu discuter sur l'opportunité de faire à partir de cette première microville durable
et d'exporter dans les suivantes, finalement, un modèle de hub, de centre de formation tout au long de la vie sur les compétences liées à ces nouveaux métiers. En sachant qu'aujourd'hui, la construction, l'éco-rénovation, c'est un sujet national, c'est un sujet mondial, mais on va déjà s'attaquer au sujet national. C'est un sujet national où il y a besoin d'éco-rénover, il y a besoin de co-construire, de construire des bâtiments nouveaux, adaptés aux nouveaux usages, qui ont des caractéristiques adaptées aux enjeux environnementaux et sociaux, et qu'à partir de là, on a l'opportunité de créer de l'emploi localement pour irriguer en compétences des usines, par exemple, de construction hors site, qui est un dispositif, une technique de construction qui répond à l'urgence de construction rapide, puisqu'on peut construire 2 fois plus vite en construction hors site. Ce sont comme des Lego. On construit en usine des briques de Lego et qu'on va assembler ensuite sur site. Donc, ce qui peut réduire de 50% les durées des chantiers, qui peut réduire considérablement également l'impact carbone et qui permet surtout, puisqu'il y a ces besoins d'éco-rénovation et de construction que l'on peut faire en hors-site dans tous les territoires, dans toutes les régions. Donc, associé au déploiement de nos coopératives foncières dans les régions, on essaie de proposer aux territoires, et notamment à travers les régions, de pouvoir réinstaller de l'industrie hors-site, de fabrication hors-site, sur des friches, par exemple, industrielles qui pourraient être vacantes, réinstaller finalement ces activités-là pour servir les besoins d'éco-rénovation et d'éco-construction localement. Donc, on a là une dynamique à la fois d'économie circulaire, puisqu'ils peuvent se sourcer sur des fournisseurs locaux. On a une dynamique de création d'emplois et de formation à de nouvelles compétences adaptées aux besoins du territoire. Merci beaucoup, Christophe. Alors, je suis un peu prise par le temps et je suis obligée d'orienter votre prise de parole sur un seul et dernier sujet. Je sais qu'on est sur le sujet transition écologique en cette partie de colloque et pour autant, j'aimerais bien vous poser la question de la nécessité du rôle du numérique dans ce projet. Voilà. Alors, le numérique n'est qu'un moyen, hein. On est tous d'accord, et j'ai bien suivi les précédentes interventions, le numérique n'est qu'un moyen au service finalement de la société dans laquelle on veut vivre. On a aujourd'hui une opportunité extraordinaire avec ce numérique, mais c'est un vrai choix qui doit être pris à la fois par les filières et à la fois par les territoires, et qui n'est pas un choix simplement des ministres ou présidents de la République. Ce choix, c'est d'utiliser le numérique, alors d'une part, par rapport aux enjeux dont on a parlé, d'éco-rénovation et de construction. On a l'obligation pour atteindre pour faire la preuve des objectifs que l'on cherche à atteindre de décarbonation et de sobriété numérique, de sobriété carbone, pardon, de sobriété énergétique, je vais y arriver. On a l'obligation d'embarquer du numérique dans les bâtiments, de sorte de pouvoir collecter de la data sur la qualité de l'air, etc., et de pouvoir ainsi faire remonter automatiquement ces données-là sur des indicateurs permettant de faire la preuve de l'impact environnemental que ces bâtiments, eux. Sans ça, on n'a pas cette capacité de preuve et donc on ne peut pas derrière mettre en place un dispositif de financement vertueux de ces éco-rénovations et des technologies innovantes qui permettent de l'atteindre. Donc le numérique est indispensable. Et donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça va passer par une espèce de double numérique qui n'a pas vocation à être forcément absolue sur l'ensemble de notre société, des bâtiments et tout, mais qui donne quand même suffisamment de détails sur la ville, les voiries, les bâtiments, de sorte que l'on puisse gérer ainsi numériquement cet impact, le qualifier et piloter dans le temps l'atteinte des objectifs qui ne vont pas se faire du jour au lendemain. Les technologies d'aujourd'hui et les technologies de demain et d'après-demain vont évoluer. Donc, il faut être capable de faire suivre ça dans le temps. Ça va donner aussi une opportunité de relocaliser des data centers, ce qu'on appelle nous des micro-data centers dans les territoires pour gérer déjà ces données professionnelles et proposer aux entreprises qui s'installent dans les territoires qui vont ainsi être suivies d'héberger leurs données et contribuer dans ces micro-data centers territorialisés à côté de chez eux et contribuer ainsi
notamment à la souveraineté numérique, dont on parle tous, hein, qui peut passer par ces démarches-là, qui n'ont pas besoin de changement de loi ou quoi que ce soit. On est dans du concret, on est dans de l'opérationnel aujourd'hui, rien n'y fait obstacle, et qui permet aussi de travailler à l'échelle d'un territoire sur l'implantation de services en numérique distribué versus le numérique des plateformes hyper centralisées qui s'accaparent la propriété des données. Ce n'est pas une lutte entre l'un ou l'autre. Aujourd'hui, on est dans le numérique des plateformes centralisées. On voit bien que parler des territoires, c'est miser sur du décentralisé, du distribué, de la valeur distribuée, et la data peut aussi de la même manière être distribuée, territorialisée, avec une gouvernance locale de la donnée. Merci Christophe. On a fait, je crois, on a réussi à traiter pas mal des sujets abordés aujourd'hui. Un grand merci pour toutes tes explications et eh bien, je redonne la parole à Nathalie, je crois. Merci Nathalie et merci Christophe Besson-Léo. Donc nous allons poursuivre le panorama entamé cet après-midi sur les dispositifs innovants, audacieux pour accélérer la transition écologique dans les territoires sous un angle économique et inclusif. Donc nous accueillons Monsieur Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes. Bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Jean-Christophe Lipovac, donc vous êtes actuellement directeur de l'association Zoïne. Vous avez également été conseiller technique du maire de Grande-Synthe. Et on aimerait tout d'abord en savoir plus sur ce revenu de transition écologique dont on a souvent un peu moins entendu parler que le revenu universel. Est-ce que vous pouvez en quelques mots, en quelques minutes, nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Oui. Écoutez, oui, merci de votre invitation. Et puis, je vous prie d'excuser Sophie Swatton qui a un petit problème de santé là, et qui ne pouvait pas être parmi nous ce soir. Elle le regrette vraiment, mais en tout cas, voilà, je suis content d'être avec vous. Et donc, voilà, en quelques mots, peut-être simplement pour expliquer ce qu'est la Fondation Zoën et l'association Zoën. La fondation, c'est une fondation de droit suisse qui est basée à Genève, qui est une fondation d'utilité publique et qui est une fondation, on va dire, atypique. C'est une fondation familiale, mais aussi, on peut dire, activiste, qui a été créée par Sophie Swatton, qui est enseignant-chercheur à Lausanne. Et derrière la fondation, en fait, l'idée, c'était de créer des passerelles, de faire du lien, finalement, entre recherche et terrain. Et le point de départ, peut-être aussi de cette réflexion, c'était de partir aussi de la question des limites écologiques aujourd'hui, des défis écologiques auxquels on devait faire face. Et comment peut-être aussi à l'échelle des territoires, on pouvait construire ce nouveau modèle de développement en prenant en compte aussi ce que certains appellent le plancher social. Je pense en l'occurrence du coup à Kate Raceforce qui fait référence à la prise en compte d'un plancher social et puis aussi aux limites écologiques. Alors le RTE en quelques mots, parce que je sais qu'on a très peu de temps, Fanny, mais voilà, en tout cas, déjà ce qui n'est pas, ce n'est pas un revenu de base inconditionnel. Et l'objectif, quelque part, en tout cas, l'idée, c'est surtout pas de remplacer le système d'aide sociale qui a été mis en place, mais encore une fois, il y a deux hypothèses de départ derrière le revenu de transition que Sophie a conceptualisé. C'est ce que je disais tout à l'heure, les limites écologiques, le fait de repenser un modèle de développement, un autre mode de consommation, un autre mode de production en lien, en réponse aussi à ces limites écologiques. Donc, rechercher cette alliance entre écologie et social. Et puis, l'autre hypothèse de départ, c'était le fait que finalement, on manque pas de travail, mais plutôt d'emplois rémunérés. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités à impact, mais où le défi, où l'enjeu, quelque part, c'est de rechercher aussi une rentabilité. Et donc, derrière le RTE, il s'agit de partir des individus, de partir de leurs besoins, de leurs envies, de leurs aspirations, et puis de les accompagner aussi en créant aussi, quelque part des activités à impact, mais avec un modèle économique finalement. Et c'est un peu le défi de l'expérimentation de la recherche-action qui est en cours aujourd'hui, notamment en France, mais aussi en Suisse. Donc, pour faire vraiment de manière très schématique, finalement, le RTE, c'est trois dimensions. La première, je le disais, c'est un revenu qui est partir des besoins des individus, des envies, des aspirations, et donc
un revenu qui est conditionné finalement à l'utilité écologique et sociale d'une activité. Ce qu'on voit concrètement, et il y a déjà eu voilà, un certain nombre de témoignages là aujourd'hui qui le mettent en évidence, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont en recherche aussi d'engagement, de recherche de sens aussi dans leur travail. Donc voilà, ce revenu, ou en tout cas ces aides, sont vraiment orientées sur l'utilité sociale écologique des activités. Le deuxième point important dans la dimension du RTE, c'est l'accompagnement et la formation. L'objectif, c'est pas simplement de donner une aide, mais c'est aussi d'inscrire la personne, le bénéficiaire, on va dire, dans un dispositif de renforcement de ses capacités finalement d'agir. Et le troisième élément du triptyque, finalement, c'est le fait que la personne qui bénéficie de ce revenu adhère aussi à une structure démocratique. Alors, dans sa conception, Sophie Swatton fait référence finalement aux coopératives de transition écologique. Et en particulier au modèle des SIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Et c'est ça qu'il faut bien l'avoir en tête aujourd'hui quand on parle de revenus de transition écologique. Moi, souvent, je prends l'exemple d'une pièce de monnaie, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le revenu, mais de l'autre côté, il y a la coopérative de transition. Et la coopérative, sincèrement, c'est vraiment l'outil pour opérationnaliser des revenus de transition écologique. Alors, ce qui est intéressant, ce qui a souligné peut-être l'originalité dans cette approche de RTE, c'est qu'on part des individus, on part des initiatives, notamment des initiatives entrepreneuriales qui sont portées par les individus, des projets d'utilité, encore une fois, écologique et sociale, et on fait le lien aussi avec le collectif, avec le territoire, avec cette fameuse coopérative de transition écologique. Donc là, la coopérative, c'est l'outil d'ingénierie d'accompagnement, l'outil aussi d'ingénierie financière, parce que c'est l'enjeu aussi de pouvoir financer ces revenus de transition écologique. Et enfin, le troisième élément, c'est de pouvoir fédérer, mettre en réseau à l'échelle d'un territoire finalement les acteurs qui s'engagent autour de la transition. Merci et pour donc la SIC en tant que telle, c'est vrai qu'on en fait quelque part la promotion, c'est un bel outil pour faire cette forme de partenariat public-privé et usager ou bénéficiaire. Peut-être que vous voulez Merci, je vais proposer à Monsieur Lorenzi de réagir. Non, écoutez, moi je suis à la fois enthousiaste, admiratif. En plus, vous venez d'en faire une présentation qui n'était pas brève, mais qui était très complète sur le sujet. Et puis, je suis doublement perplexe comme économiste. Alors, je suis admiratif parce que ce qui est très intéressant dans la démarche, c'est cette idée, au fond, que le revenu, dont on a beaucoup parlé, le revenu universel, que vous balayez un peu trop rapidement. Ça, c'est un autre sujet. Ce revenu qui, au fond, est proposé de transition écologique étant un revenu qui est associé à une activité. Et je trouve que c'est la philosophie forte, intelligente, talentueuse. Vous avez parfaitement décrit, et pas du tout détruit, mais construit une espèce de logique forte sur la création d'activités. Et ça, chapeau, bravo. Donc ça. Alors maintenant, on passe aux choses qui sont un tout petit peu plus compliquées. Il y en a trois. La première, c'est que c'est à la fois très intéressant, mais il faut bien expliquer, et je ne dis pas du tout que ce soit impossible, au contraire, mais je dis que je complète votre démarche sur l'idée que ces services, ces initiatives, en réalité, peuvent finalement fournir une logique de revenus qui elle-même permet au fond, de donner ce revenu de transition écologique à ceux qui sont plutôt en démarche de démarrage. Donc, il manque un petit aspect qu'il va falloir que vous me rajoutiez. Je prends un regard à la fois admiratif et très amical, mais il faut rajouter ça. Le deuxième sujet, c'est que, et ma deuxième perplexité, c'est que on ne peut pas considérer que, au fond, le développement d'une croissance inclusive ou d'une non-croissance, ce que vous voulez, ou d'un capitalisme repensé, se fonde exclusivement sur des expérimentations. Donc je suis toujours perplexe par rapport à l'idée que l'expérimentation, et Dieu sait si elle est intéressante, tant qu'elle n'est qu'une expérimentation, c'est-à-dire tant qu'elle n'est qu'une idée,
tant qu'elle n'est pas encore montrée par des exemples précis, au fond, elle cache un peu j'allais dire, l'énormité du problème que représente l'invention d'un modèle de croissance qui respecte à la fois des conditions sociales, des conditions environnementales nouvelles, ce qui est évidemment le souhait de tous et de tous, mais ce n'est pas facile. Et moi qui lis à peu près tout ce qu'on peut écrire en économie sur le sujet, je peux vous dire qu'on n'est pas encore à la fin j'allais dire, de la démarche. Puis le troisième sujet qui m'ennuie un peu, c'est que en réalité, vous proposez un revenu qui, au fond, non pas balaye, non pas exclut, mais en tout cas n'évoque pas le fait d'un revenu universel. Or, ce qui est, je vais dire, le plus frappant dans les années qui viennent, si l'on va vraiment vers une croissance inclusive, une croissance repensée ou un développement, enfin, je ne suis pas en train j'allais dire, de me battre pour la croissance, c'est le développement, une évolution, une trajectoire qui est une trajectoire plus inclusive. Il faut savoir que c'est extrêmement onéreux pour une partie de la population. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, évidemment, que ce soit pour massiste, une partie des énergies, toutes les formes d'énergie qui vont gréver le pouvoir d'achat des gens. Vous allez avoir la construction des logements, si on veut les faire de manière, j'allais dire, plus respectueuse d'équilibre qui, elles aussi, vont coucher. Je peux prendre tous les exemples, tous, sans exception. Et c'est il me semble qu'on a perdu la connexion avec Monsieur Lorenzi. Peut-être Jean-Christophe, donc voilà, on n'aura pas le temps malheureusement parce on est un peu frustré d'avoir une séquence si courte, de revenir sur toutes les remarques de Monsieur Lorenzi, mais peut-être sur cette dernière question qui touche justement à la dimension inclusive et à la capacité aussi d'universalisation, de généralisation. Peut-être que vous pouvez spécifiquement rebondir sur ce point-là dans le temps qui nous reste. Oui. Bah oui, c'est dommage que la connexion ait été coupée avec Monsieur Lorenzi. En tout cas, c'est vrai qu'il soulevait des questions de fond et voilà, donc les réponses, on essaie de les construire petit à petit et c'est vrai qu'on est dans une démarche, on le reconnaît bien volontiers, on est dans une démarche de recherche-action et d'expérimentation et aujourd'hui, on a d'ailleurs 3 territoires pilotes en France, il y a aussi des initiatives qui sont engagées en Suisse. On mène vraiment un travail finalement d'évaluation, on essaie de capitalisation, on essaie de tirer des enseignements des démarches qui sont en cours. Comme la personne précédente, aujourd'hui, il n'y a pas une forme, un modèle, mais voilà, il y a une diversité au regard des territoires et des démarches qui sont engagées. Donc voilà, ce travail, il est en cours. D'ailleurs, j'ai oublié peut-être de le signaler, c'est qu'au niveau de la Fondation, on a aussi un conseil scientifique qui est d'ailleurs présidé par Dominique Bourg. Il y a voilà, tout un ensemble de chercheurs académiques aussi qui accompagnent aussi cette démarche de suivi et évaluation. Monsieur Lorenzi est revenu. Mais en tout cas, il y a bien l'enjeu à un moment donné de pouvoir en effet tirer ces enseignements pour un peu les diffuser, les généraliser. D'ailleurs, on a eu l'opportunité d'être auditionné avec Sophie Swatton dans le cadre d'un groupe de travail du CESE où justement la question c'était sur la question des métiers en tension, comment ces démarches de revenus de transition pouvaient entre guillemets essaimer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a ces fameux contrats de relance de transition écologique qui sont peut-être aussi des outils entre les mains à la fois de l'État, mais aussi des territoires pour engager ces démarches-là. Oui, alors, si vous m'autorisez juste, parce que j'étais malheureusement non connecté, je vous prie de m'en excuser, mais plus exactement, c'est la technique, une fois de plus, qui nous joue des tours. Je voudrais juste insister sur le fait que cette démarche, que je trouve passionnante, doit s'inscrire, au fond, je vais prendre l'allure d'un vieux sage, doit s'inscrire dans la réflexion qui est plus générale sur le développement ou la trajectoire inclusive, doit s'inscrire dans des problèmes qui sont sacrément compliqués, parce que on ne traitera pas le développement inclusif si on n'a pas des problèmes de modification de la répartition des revenus qui est très importante.
Ça ne se fera pas comme ça, tout simplement parce que le pouvoir d'achat en fait, des plus fragiles sera vraisemblablement très touché par ces évolutions s'il n'y a pas de modification. Et moi, j'aimerais bien que, vous voyez, ce revenu s'inscrive bien dans cette espèce d'approche plus globale. J'ai toujours peur que j'ai toujours peur, voilà, j'ai peur, je ne vais pas me changer maintenant, j'ai toujours peur que les expérimentations, si passionnantes soient-elles, et elles le sont, et c'est très intéressant ce qui est fait, mais au fond, c'est l'arbre qui cache un peu la forêt et les difficultés que pose le problème du revenu, les revenus, dans une transition environnementale, une transition écologique forte, parce que je veux dire, je ne crois pas qu'à l'heure actuelle, on ait une vision suffisamment claire et mesurée et mesurable de l'extrême difficulté que tout ça va représenter. Donc, ça ne veut pas dire que ce que vous faites n'est pas formidable. Je dis juste, je vous demande, c'est au fond comme quand on dit un lien entre la micro et la macroéconomie, je vous demande par intérêt pour ce que vous faites, par souci j'allais dire, d'être très derrière votre démarche, mais franchement, inscrivez-le dans j'allais dire, dans une vision plus globale de la trajectoire économique environnementale inclusive, qui est extrêmement compliquée aujourd'hui à démarrer et à imaginer, parce que, en gros, nous, je voudrais juste donner ce chiffre. On pense qu'il faut, enfin, je dis on, des travaux d'économistes dont je fais partie, pensent qu'il faut rajouter, par exemple, dans un pays comme la France, mais c'est le cas à peu près partout, un peu plus de 4% d'investissement de plus. 4% d'investissement de plus, c'est-à-dire cet argent, 4%, c'est pas, là, ce n'est pas de l'expérimentation, c'est massif. Et ça signifie simplement que ces 4%, ils doivent bien, et c'est les emplois dont vous parlez, mais multipliés par 100, ou les activités dont vous parlez, mais multipliées par 1000. Et lorsque l'on regarde ça, on s'aperçoit que les 4%, il faut trouver des moyens de les financer. Or, le financement, dans ce qu'on peut imaginer, c'est forcément un transfert de la consommation, ce qui ne me choque pas outre mesure, vers l'investissement, mais il s'agit de savoir de quelle consommation et qui voit sa consommation diminuer. Et moi, je réintroduis dans le discours un discours, vous avez parlé de social, un discours social, c'est-à-dire, moi je veux bien tout ce qu'on veut, à condition qu'il n'y ait pas finalement les plus fragiles de nos sociétés qui en soient non seulement exclus, mais qui en soient les victimes. Donc attention à ça, passons de cette démarche formidable à une démarche tout à fait cohérente qui est l'extrême difficulté que représentera la construction d'une trajectoire environnementale. Très compliquée. Merci, Monsieur Lorenzi, pour cette belle mise en lumière de la difficulté de ce volet inclusif de la transition. Est-ce que Monsieur Lipovac, pour clore la séquence, vous souhaitez, alors malheureusement, on manque de temps pour que le débat économique se poursuive, mais est-ce que vous souhaitez répondre en un mot? Évidemment, ensuite, vous serez peut-être en lien direct avec Monsieur Lorenzi pour continuer je le débat. pense qu'il faut absolument qu'on se revoie, mais avec bonheur, avec Monsieur bonheur. Lorenzi, et puis aussi j'admire toujours les gens qui font ce que vous faites, vous le faites. Moi, je ne l'ai pas fait, donc bravo. Non, j'en prie, mais on avance modestement, on va dire, sur un vaste sujet, et peut-être en rebond peut-être de ce qu'a l'intervention de Pierre Vels tout à l'heure, c'est qu'on a une approche vraiment territoriale, c'est-à-dire qu'on a une approche à la fois sur les individus et sur les territoires, quoi, finalement. Et l'objectif, c'est bien à travers ce fameux revenu et cette fameuse coopérative de transition écologique, à la fois de soutenir des initiatives, activer des initiatives citoyennes et entrepreneuriales notamment, et puis aussi les mettre dans un contexte de transition économique sur les territoires et de jouer ce lien-là. Et c'est vrai qu'en termes plus macro, il y a aujourd'hui un vrai défi à construire un autre modèle économique, quoi, en effet. Donc voilà, c'est vrai que modestement, on avance sur ce sujet. Aujourd'hui, et je vais terminer là parce que je pense que sinon, Fanny, vous allez m'en vouloir. Mais en tout cas, sur la question inclusive, elle est vraiment centrale et c'est vraiment le sujet aussi sur lequel on veut travailler. Et en région Occitanie, avec le département de l'Aude en particulier, il y a une expérimentation qui est engagée sur une forme de RSA RTE.
Donc voilà, on déroge un petit peu aux règles du RSA pour accompagner des initiatives qui vont dans le sens aussi d'utilité sociale et écologique. En tout cas, Moi, je suis j'aime vraiment bien. ravi de poursuivre J'aime cette j'aime discussion. bien ça. On est aussi avec le comité RSA, 21, je vois Betty RSA, Neravic. RTE, il faut arriver à recoller aux grands mouvements qui vont avoir lieu et qui à leur touche pas de l'expérimentation, mais de la réalité macroéconomique avec le problème. RSA, comme T, je me tais, on est tous bavards, mais on est tous vachement sympas et j'en profite pour saluer et m'incliner devant ma vieille amie qui est encore plus formidable que je ne l'ai même jamais imaginé. Voilà. Un grand merci, messieurs, pour cet échange passionnant et très frustrant, puisqu'on aurait pu y passer vraiment beaucoup plus de temps. Et on espère que vous resterez en lien et qu'on entendra parler du RTE beaucoup plus à l'avenir.